On continue notre marathon de lecture, mais ce qu'on vous propose là, ce n'est pas vraiment une lecture, c'est une création inédite, puisque ce n'est pas un texte écrit, en fait. C'est un récit oral qui change à chaque fois, à partir de témoignages recueillis par le conteur Jihad Darwish. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Jihad. Donc c'est un récit oral qui change à chaque fois et vous avez, Jihad, recueilli des témoignages Place Tahrir pendant le printemps arabe de 2011. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, dans la vie déjà au quotidien, je suis intéressé par la place de la femme dans la société. Pour moi, ça a toujours été un indice du progrès d'une société ou le contraire. Et lorsque le printemps arabe, c'est qu'on appelait aussi sur place la révolution ou les mouvements, lorsque le printemps arabe a commencé en Tunisie, il y a une image qui m'a frappé, une photo d'une jeune femme sur les épaules d'un jeune garçon dans la rue, dans une grande manifestation, le visage rayonnant, les mains, les bras en l'air. Et je me disais, cette image-là, cette photo-là, dans la rue principale de Tunis, 2-3 jours avant, aurait été impossible. Une jeune femme en pleine rue sur les épaules d'un jeune homme. Donc, j'ai commencé à chercher des témoignages de la place de la femme dans ces mouvements, dans ces printemps arabes. J'ai recueilli des petits témoignages. Et puis, la chance m'a souri. Il y a un ami, un homme égyptien extraordinaire, entre autres militant des droits de l'homme, et qui s'intéressait au même sujet. Il a recueilli beaucoup de témoignages des femmes qui étaient sur la place Tahrir, au Caire, qui était le centre de la révolution au Caire. Et puis, donc, avec son accord, avec l'accord des femmes, j'ai travaillé sur 10 témoignages des femmes qui se complètent en vérité, là, je dirais un témoignage, mais les témoignages s'est complété pour dessiner un peu, autant qu'est possible, l'image des femmes qui ont participé. Il y avait des grands-mères qui, au bout de 3 jours, des télés officielles ne croyaient plus au discours, qui sont allées voir ce qui se passe sur place, et puis ils étaient prises par la magie, ils sont restés. Il y a des militantes qui avaient leur place là et qui étaient là. Puis il y avait des mamans qui s'inquiétaient pour leur fils ou leur fille qui allaient sur la place pour voir. Et la magie de la révolution le prenait aussi. Et c'est le cas de témoignages que je citerai tout à l'heure. Extrait, mais donc extrait dans une version inédite de Place Tahrir, le jour où l'espoir nous a prises par surprise, aux éditions Ouidir, Jihad Darwish. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était le 28 janvier 2011. C'était le 4e jour de la Révolution. Un vendredi qu'on a appelé vendredi de la colère. Ce jour-là, place Tahrir, au cœur de la ville du Caire, la place Tahrir était noire du monde. Il y avait des jeunes, des vieux, des enfants, des hommes, des femmes, des chrétiens, des musulmans. On avait l'impression que tout le pays était rassemblé là. Une jeune journaliste a remarqué une femme voilée visiblement très émue. Elle s'est approchée et lui a demandé pourquoi. La femme s'est retournée. Elle lui a dit « Quoi te dire ? J'ai 68 ans. J'ai vécu, j'ai grandi avec la peur au cœur. J'avais l'impression que la peur était une écorce solide. J'avais peur de tout, de mon père, de mon frère, des hommes dans la rue, de la police, même du gardien de l'immeuble, j'avais peur. Et voilà ma fille, il y a 3 jours. J'ai fait un pas sur cette place noire du monde. Et chose étrange, l'écorce s'est fusillée. La peur est partie et l'espoir est entré dans mon cœur. C'est étrange le goût de l'espoir. J'ai l'impression qu'il ressemble au goût du paradis dont parlait ma grand-mère lorsqu'on était petit. Je souhaite à chacun de connaître ce goût au moins une fois dans sa vie. Marie est une jeune femme copte, chrétienne orthodoxe. Elle a 41 ans. Elle est née, elle a grandi dans la ville d'Assiout, en Haute-Égypte. Elle avait à peu près 20 ans au début des années 90. C'est là où les mouvements extrémistes sévissaient et devenaient de plus en plus actifs. Ils s'attaquaient surtout aux chrétiens.
C'est ainsi que le quartier de Marie a été attaqué un jour. Il y a eu 14 morts, 7 de la même famille. Ce jour-là, un enseignant, a été assassiné dans sa classe devant ses élèves. Marie a pris peur. Elle a décidé d'aller vivre au Caire, à presque 400 kilomètres. Elle est partie au Caire et pour trouver du travail, il a repris ses études. Il a étudié l'anglais et l'informatique et il a trouvé du travail. Mais voilà, ses parents s'inquiétaient, une jeune femme, son mari, ils l'ont mariée. Ils l'ont mariée à un homme qu'elle n'a jamais aimé. Dans son témoignage, quand elle parle de lui, elle dit « l'homme à qui on m'a mariée ». Elle dit jamais mon mari ou mon époux. Dans son témoignage, il dit « nous étions d'accord sur rien. On s'est disputé tout le temps. Au bout d'un an, j'ai décidé de demander le divorce. Mais j'étais complètement inconsciente. Demander le divorce pour une femme égyptienne, chrétienne, copte en plus, c'était impossible. Lorsque j'ai compris que j'allais passer ma vie avec cet homme, j'ai décidé de faire des concessions et de donner un sens à ma vie avec lui. Mais lui, il ne voulait rien entendre. Il voulait seulement m'imposer sa loi, sans discussion. Alors il m'a interdit de sortir, il m'a interdit de travailler, il m'a interdit de voir mes amis. J'avais l'impression qu'une part de moi-même était morte. J'étais enfermé à la maison. Heureusement, j'ai eu mon fils Mina. Mina était ma joie, Mina était mon espoir. Pour Mina, pour lui, j'étais prête à tout sacrifier. Pour lui, j'étais prête à tout supporter. Mina était un enfant étrange. À 6 ans déjà, il parlait de liberté. Il me disait, ma mère, prends la décision qui te rend heureuse, je serai toujours avec toi. Prendre Mina dans mes bras, le serrer dans mes bras, humer son odeur, c'était comme respirer l'air de liberté. Mina était mon espoir. Mina a grandi, son amour de la liberté a grandi avec lui. Il avait à peine 17 ans lorsqu'un jour, il est entré à la maison, lui qui avait un visage d'ange, lui qui souriait tout le temps, il avait le visage fermé. Il était révolté. À la main, il avait un journal. Il me l'a tendu. Le journal était ouvert à une page consacrée à la femme en Égypte. Un article parlait d'un village pas très loin, à 20 kilomètres au sud de l'Égypte. Un village pauvre, très pauvre. Et pourtant, des voitures de luxe arrivent sans arrêt, avec chauffeur. Sur le siège arrière, presque toujours la même personne. Des vieillards venus des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar. Tous cherchent la même marchandise. Une jeune femme mineure entre 11 et 18 ans. Bien sûr, les choses se font en respectant les formes. Lorsqu'une voiture arrive, on voit accourir des hommes en cravate. Ce sont des avocats. Ils prennent les demandes, leur travail est de trouver la jeune fille qui correspond. On fait un acte de mariage. Ces actes de mariage peuvent durer quelques heures ou quelques mois. Et chaque mariage a son prix. Un mariage de 24 heures coûte à peu près 800 livres, 80 $. Un mariage pour la saison de l'été coûte 20 000 livres, 2 000 $. Lorsque le contrat est fini, on renvoie la jeune fille chez ses parents en attendant qu'elle se marie encore une fois. L'article dit que certaines jeunes filles sont mariées 60 fois avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Après, cela n'intéresse plus personne. Sous prétexte de mariage, des milliers de jeunes filles en Égypte sont vendues tous les ans à des riches. Un deuxième article parlait du harcèlement au quotidien en Égypte. Il dit que toutes les femmes, sans exception, ont été agressées verbalement ou physiquement un jour dans la rue. Lorsqu'une femme ose aller au commissariat se plaindre, elle reçoit en général ce genre de réponse. « Mais madame, vous avez vu comment vous êtes habillée ?» Ou bien « Et pourquoi dans la rue, vous marchez à côté des hommes ?
La Commission internationale des droits de l'homme dit qu'il y a 12 000 cas de viol déclarés en Égypte par an. Déclarés. Et tout le monde sait que la grande majorité des femmes n'osent pas déclarer ce genre d'agression. Marie dit, mon fils Mina était effondré. Il me disait, mais quel avenir pour un pays qui ne respecte pas ses femmes? Quel avenir? Pour Mina, comme pour moi, la révolution n'est pas tombée du ciel. La situation s'aggravait depuis les années 90. Répression, corruption, les élections, toutes les élections du président de la République jusqu'au dernier maire étaient truquées. Les gens baissaient la tête. La répression était quotidienne. Les gens n'arrivaient plus à respirer. Et puis, le jour de l'an 2010-2011, ce jour-là, à minuit, à la sortie de la messe d'une église à Alexandrie, les terroristes ont attaqué ceux qui sortaient de l'église. C'était un massacre. La ville s'est révoltée. Il y a eu plusieurs manifestations. Mon fils Mina a participé à organiser une manifestation. Malgré cela, Mina souriait. Mina avait un sourire d'ange tout le temps. Il me disait, ma mère, ça ne peut pas durer, la révolution s'approche. La révolution s'approche. Tous ses amis se moquaient de lui. Mais lui, on était sûr. 3 semaines plus tard, c'était le 25 janvier 2011. Lorsque la révolution a commencé, lorsque la place Tahrir était occupée, j'étais sûr que mon fils Mina était là-bas. Alors je l'ai appelé. J'ai passé la journée à l'appeler, Mina ne répondait pas. J'ai passé 3 jours à l'appeler, Mina ne répondait pas. 3e jour, il a répondu. Il était sur la place. J'ai appris qu'il a été blessé le 1er jour, à la 1re heure. Il a passé 3 jours à l'hôpital. Lorsqu'il est sorti, il est revenu sur la place. Mon fils Mina était sur la place Tahrir, il fallait que j'aille le voir. L'homme à qui on m'a marié était à la maison, il ne voulait pas me laisser sortir. J'ai dit que j'allais à l'épicerie en bas de l'immeuble. Je suis sorti, je suis parti. C'était un vendredi, c'est lui qu'on a appelé vendredi de la colère. À la télé, les images étaient terrifiantes. La police était partout, la police tirait dans toutes les rues sur les manifestants. Il y avait des blessés, il y avait des morts. Les femmes sortaient de leur maison pour récupérer les blessés, pour les soigner. Malgré tout ça, j'ai réussi à arriver sur la place Tahrir. J'ai attendu et j'ai vu mon fils Mina arriver à la tête d'une manifestation. J'ai couru, je l'ai pris dans mes bras. J'ai humé son odeur. Humer l'odeur de Mina, c'était comme respirer l'air de la liberté. J'ai décidé de rester sur la place Tahrir. Quelque chose s'est passé là, quelque chose que je sentais. Moi qui étais à moitié morte, enterrée dans ma maison, ici, je me sentais libre. Je me sentais citoyenne. Les gens discutaient et lorsque moi j'ai parlé, on m'écoutait pour la première fois de ma vie. Alors j'ai décidé de rester, au moins 1 nuit sur 2. Pour l'homme à qui on m'a marié, j'ai raconté des mensonges. Cet homme m'a appris à mentir et parfois je me dis, au moins, il m'aurait appris quelque chose. J'ai passé beaucoup de temps sur la place, je dormais 1 nuit sur 2. La place était magique. La place était magique, il y avait une vraie magie. Il n'y avait pas de différence entre hommes, femmes, musulmans, chrétiens, barbus, non barbus. Personne n'avait peur de personne. On avait peur pour son voisin, on n'avait pas peur de son voisin, c'était extraordinaire. Et puis, si quelqu'un apportait un pain, on le partageait. Si quelqu'un apportait un thé, on le partageait. On partageait tout. Et on discutait, il y avait des morts, des blessés tous les jours, mais il y avait une joie extraordinaire. Il y avait un espoir, les gens parlaient d'avenir, d'un pays à naître. J'étais ravi. Jamais j'ai ressenti ça, tout ça, c'est grâce à mon fils Mina. Il m'a ouvert les yeux sur le monde. On était là et les jeunes prenaient soin de nous. Nous, on avait 40, 45 ans, on était vieux pour eux. La nuit, il fait froid sur la place. Alors les jeunes allumaient du feu pour qu'on puisse se réchauffer. Voilà, un soir, mon fils Mina était épuisé. Comme d'habitude, plusieurs fois, il était blessé, des blessures légères. Vers minuit, je lui ai dit, écoute mon fils, repose-toi un peu. Je suis assise en tailleur, il a mis sa tête sur mon genou, il s'est allongé. Et tous les suites s'est endormi, il était épuisé. Il faisait froid, j'ai enlevé ma veste, j'ai couvert mon fils avec ma veste. À 2 pas, il y avait un homme barbu, un musulman avec son Coran, avec son livre saint. Il a enlevé sa veste, il l'a posée sur mes épaules. Moi, je n'ai pas voulu, il allait avoir froid lui aussi, mais il a insisté.
C'était ça la place Tahrir. C'était ça la magie de la place. Parfois, je disais à mon fils que j'aimerais que l'Égypte ressemble à ça tout le temps. Avec son sourire d'ange, je me disais, ma mère, sois sûre, un jour ou l'autre, l'Égypte sera ainsi tout le temps. Mina était l'optimisme, Mina était l'espoir. Un jour, je suis rentré à la maison, c'était le 2 février. Je suis rentré tôt. J'avais passé la nuit sur la place. Je voulais préparer à manger, mais en même temps, la télé était allumée tout le temps. Au milieu de la matinée, j'ai vu des scènes de guerre. La place a été attaquée par des hommes, par des voyous du régime des Baltaguiyas. Ils étaient à dos de chevaux, à dos de chameaux, ils attaquaient, certains avaient des sabres, d'autres des poignards, d'autres des bâtons. Ils attaquaient, ils voulaient reprendre la place Tahrir aux manifestants. Les manifestants étaient pieds nus, mais pourtant ils couraient tous défendre la place, défendre leur espoir. Moi, en voyant ça, je ne pouvais pas rester à la maison. Mon mari était à son travail, j'ai quitté, je suis parti. J'ai couru. Et malgré les barrages de la police, je suis arrivé sur la place. J'ai retrouvé mon fils Mina. Il était blessé. Il était blessé par une balle en caoutchouc, mais il était toujours debout. Le 11 février, j'étais à la maison, Mina est arrivé en coup de vent, prendre une douche, changer de vêtements, ses vêtements étaient déchirés. Il avait des traces des blessures par balles de caoutchouc partout. Il a pris une douche, il s'est mis de la pommade, il s'est habillé, il voulait repartir. Je dis, écoute mon fils, écoute, reste un peu, repose-toi un peu. Il dit, non, ma mère, je sens aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, extraordinaire, tu vas voir. Et comme souvent, il avait raison. Quelques heures plus tard, on a annoncé la chute du président Moubarak. Moubarak était tombé, moi, je ne pouvais pas rester à la maison. Il fallait que je reparte. Sur la place, j'étais utile. Souvent, j'ai aidé à distribuer le pain aux jeunes. Souvent, j'étais là. Il fallait que je parte. L'homme à qui on m'a marié était à la maison. Il n'a pas voulu me laisser sortir. Lui, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas été chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur. Pour le coiffeur, il était d'accord. Je suis sorti, mais je ne pensais même pas au coiffeur ce jour-là. J'ai couru, je suis arrivé sur la place, il y avait 1 million de personnes sur la place. Les gens chantaient, les gens s'embrassaient, les gens pleuraient de bonheur. Le pays qui était mort était en train de se réveiller. Les gens qui n'osaient pas respirer pouvaient parler. Les enfants dansaient sur les tanks de l'armée et j'ai dansé comme tout le monde. Toute la nuit, on a fait la fête. Et le lendemain, nous avons nettoyé la place. C'était là où l'espoir est né. Il fallait laisser cette place propre. Nous avons nettoyé la place Tahrir avant de quitter la place. Je suis rentré à la maison. Moubarak est tombé. Moubarak est tombé, mais les choses n'ont pas changé. L'armée a pris la place. On avait l'impression que l'armée avait peur de la magie qui est née sur la place Tahrir. Alors la télévision officielle, la télévision d'État a commencé à lancer des rumeurs pour dresser les musulmans contre les chrétiens. La rencontre sur la place Tahrir faisait peur à tout le monde. Et puis, à force des rumeurs, on a eu des réactions. Au mois d'octobre, 9 mois après la chute du Moubarak, plusieurs églises ont été brûlées. Ce jour-là, il y a eu un appel, le 9 octobre, pour une grande manifestation. Mon fils Mina est arrivé à la maison en coup de vent. Il a pris une douche, s'est habillé. Je lui ai dit, attends-moi, je viens avec toi à la manifestation. Il dit, non, ma mère, je suis pressé, tu m'y suivras. Et il est parti. Il est parti avant moi. Je suis préparé et je suis parti. Je l'ai suivi. Je suis arrivé, cette manifestation ressemblait à la magie de la place Tahrir. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants sur les épaules de leurs parents. Il y avait des chrétiens, des musulmans. Et les femmes étaient là. On avait l'impression que la présence de la femme dans la cité fait peur au régime. Et les femmes étaient là. Les slogans étaient très simples. Silmiye, pacifiste, nous sommes pacifistes. Ou bien, muslim, masih, yad wahda, musulman, chrétien, la main dans la main. C'était les seuls slogans, on avançait. On avançait, soudain, j'ai entendu des coups de feu. J'ai eu peur. Je connais mon fils Mina. Mina est toujours devant dans les manifestations. Lorsqu'il est rarefois, je lui disais, écoute mon fils, s'il te plaît, ne reste pas devant. Il souriait comme d'habitude. Il dit, ma mère, mais il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Pourquoi pas ton fils? Et puis, tu sais, ma mère, chaque chose dans la vie a un prix. Le prix de la liberté, c'est le sang. Je donne le mien comme tous les autres. Mina était comme ça. Alors, je suis inquiété, je l'ai appelé. Il m'a répondu tout de suite.
Dis, mon fils, mon cœur inquiet, ne sois pas devant. Il riait comme d'habitude, m'a dit, ma mère, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je suis avec ma fiancée Catherine. Moi, ça m'a soulagé, ça m'a rassuré. Je lui ai dit, il ne va pas exposer sa fiancée là, au danger. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, Mina, prends soin de Catherine. Elle m'a dit, Catherine, je la mets dans mes yeux, je la protège avec mes paupières, t'inquiète pas, ma mère, t'inquiète pas. Et puis, nous avons continué à avancer. La manifestation s'est dirigée vers la place Maspero. C'est là où il y a le siège de la télévision officielle. Nous voulions protester contre les rumeurs que la télévision lance. Nous sommes arrivés sur la place, l'armée nous attendait, les soldats et les blindés. Nous sommes arrivés et les soldats ont commencé à tirer. Les tanks, les blindés avançaient en zigzag pour nous rassembler comme les chiens des bergers rassemblent les moutons. Les tanks nous rassemblaient et les soldats tiraient. Et très vite, on a commencé à voir tomber des morts et des blessés. J'ai appelé Mina. Mina ne répondait pas. J'ai appelé tout le temps. Mina ne répondait pas. Les gens étaient affolés, les gens essayaient de se cacher derrière les voitures qui étaient stationnées. Mais les tanks, les blindés montaient sur les voitures pour aller chercher les manifestants. À un moment, en appelant, j'ai vu une femme paralysée par la peur. Elle était avec son bébé, les gens étaient venus manifester en famille. Alors j'ai quitté mon téléphone, je l'ai prise dans mes bras, j'ai pris son bébé, je l'ai aidé à sortir de la place pour qu'il puisse partir. Et j'ai recommencé à appeler Mina. Mina n'y répondait pas. J'ai appris plus tard que Mina, mon fils, était parmi les premiers qui sont tombés sous les balles. Mina est tombée et moi j'ai décidé de quitter la maison. Que l'homme à qui on m'a marié accepte ou refuse, cela m'est égal. Mina est tombée et moi j'ai décidé de poursuivre son chemin. S'il faut manifester à nouveau, j'y serai. S'il faut occuper la place Tahrir à nouveau, j'y serai. S'il faut affronter la police et l'armée à nouveau, j'y serai. Ce n'est pas pour cette Égypte-là que nos enfants sont morts. Les enfants se sont sacrifiés pour un pays de tolérance et d'espoir. Et moi, je sais que ce pays naîtra un jour. Je le sais et mon cœur déborde d'espoir. Mon cœur déborde d'espoir. Merci. Merci Djihad Darwish. Alors, je précise, pardon. Donc Djihad Darwish, je précise qu'il sera à Bruxelles le 30 mai, accompagné à la Kora par le musicien Tom Diakité, pour nous faire entendre un poème épique en langue mandingue, l'épopée de Soundiata, qui raconte la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle.